essayer de faire ma petite expérience. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accident. La petite expérience que je vous avais proposée hier en fin de cours porte un nom, ça s'appelle le bouillon de Franklin. Je vais vous l'écrire sur le ici. Donc, bouillon. Attendez, je vais arrêter de mon clavier. Hop. Donc, bon, si vous n'avez pas fait l'expérience chez vous, c'est pas grave, hein, mais si vous pouvez très bien regarder sur Internet, on trouve des petites vidéos rigolotes de cette expérience qui s'appelle donc le bouillon de Franklin. Du nom de Benjamin Franklin, hein, pas la tortue. Donc, mais avant de commencer, je vais quand même vous expliquer pourquoi ça se remet à bouillir. C'est quand même curieux. Donc, je vous rappelle l'expérience. Hein, on prend une plaque chauffante ici, que je symbolise par une résistance. On pose dessus un récipient avec de l'eau. Ici, hop, voilà. Puis je mets à peu près la moitié d'eau. D'accord ? On chauffe l'eau. Donc, au bout d'un moment, à 100 degrés en tout cas, l'eau est portée à ébullition. Donc, je vais symboliser ça de la manière suivante. Donc, j'ai ma bonbonne. Donc, on va de là à là. Voilà, ici. Donc, j'ai mon eau liquide. Et puis, là, de la vapeur d'eau. Hop, là, comme ça. Là, hop, là, ça commence à bouillir. Et voilà. À ce moment-là, on bouche la bouteille. Donc, on met un bouchon ici. Et on retire la bouteille du feu. Du coup, comme la température de l'eau va baisser, l'eau va arrêter de bouillir. Voilà, il va se passer ça. L'eau arrête de bouillir. Qu'est-ce qui reste dans ma bonbonne, qui est donc fermée par mon bouchon? Il reste mon eau liquide ici, donc l'eau a arrêté de bouillir, et puis là, j'ai toujours la vapeur d'eau. Ensuite, on plaque une éponge froide sur la partie supérieure. Quand je dis la partie supérieure, c'est là où où l'eau est sous forme de vapeur. Voilà. Et comme je vous l'indiquais hier, si vous plaquez ici, on va mettre du froid, donc ici du froid. Si vous plaquez du froid sur cette partie, l'eau qui est dans ma bonbonne se remet à bouillir. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, pourquoi ça se remet à bouillir. En fait, c'est relativement simple. Il se trouve que lorsque vous plaquez cette éponge froide sur la partie supérieure, vous créez une surface froide sur la bonbonne. Et en réalité, la vapeur d'eau qui est ici dans la bonbonne va se condenser sur cette partie froide. Et du coup, comme cette vapeur d'eau se condense pour se transformer en eau liquide, la pression qui est ici à l'intérieur de la bonbonne va chuter. Et on sait que la température d'ébullition de l'eau dépend de la pression. En fait, la pression va chuter et vous allez repasser au-dessus du point d'ébullition de l'eau, mais à une pression qui est donc celle de la bonbonne et qui est plus basse que la pression atmosphérique où l'eau bout à 100 degrés. Donc voilà pourquoi l'eau se remet à bouillir. En appliquant un corps froid sur la partie supérieure de la bonbonne, la vapeur d'eau qui est contenue dans la bonbonne se condense sur ce point froid et à la place, qu'est-ce qui reste? Du vide, puisque vous avez mis un bouchon. Donc une fois que vous avez terminé l'expérience, vous réussirez pas à retirer le bouchon. Et parce que du coup, une fois que vous êtes revenu à la température ambiante, toute votre eau, il n'y a plus de vapeur d'eau dans votre bonbonne, et du coup, à la place, c'est du vide. Et aller retirer un bouchon d'une bouteille dans laquelle on a fait le vide, c'est quasi impossible. Autrement dit, si vous avez fait l'expérience et que si vous voulez retirer le bouchon pour récupérer votre bouteille, il faut à nouveau refaire bouillir l'eau qui est dans la bonbonne, remplir ici de vapeur d'eau, et puis là, à ce moment-là, vous remontez à une pression qui va vous permettre de retirer le bouchon.
Voilà, cette expérience s'appelle le bouillon de Franklin. Oui, c'est vrai que ça pourrait paraître contre-intuitif hein, quand on explique, quand on voit ce qui se passe, mais c'est juste qu'une propriété thermodynamique des équilibres entre les phases, entre ici la phase liquide et la phase gazeuse. Alors, c'est toutes ces petites choses qu'on va voir aujourd'hui, hein. On verra qu'effectivement, il existe des situations où on peut trouver voilà, des choses un peu paradoxales comme ça, mais ça s'explique tout à fait clairement et simplement par le comportement des corps, de ces corps et des différentes phases de ces corps. Autre exemple, donc là, l'expérience risque d'être un peu plus difficile à réaliser, vous allez sur Mars. D'accord? Donc, vous allez sur la planète Mars. Donc, ça, c'est aussi un problème. Donc, sur la planète Mars, bon, la température n'est pas terrible, mais en se mettant dans les meilleures conditions, on arrive quand même à des températures qui sont de l'ordre de quelques degrés. Donc, a priori, c'est tout à fait supportable. Seulement, si vous allez comme ça simplement sur Mars, sans prendre de précautions, même s'il fait relativement pas trop froid, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez exploser. Vous allez exploser pourquoi? Ben parce que le problème de Mars, c'est pas la gravité. La gravité est relativement sur la Terre, mais c'est quand même tout à fait possible de se déplacer. Le problème de Mars, c'est que Mars n'a quasiment pas d'atmosphère. Autrement dit, la pression atmosphérique de la planète Mars, elle est pratiquement nulle. D'accord? Donc, l'histoire de l'eau qui bout, là, on a vu que nous, on est à la pression atmosphérique, hein, c'est-à-dire 1,02 10 puissance 5 pascal, et qu'on sait qu'à cette pression atmosphérique, l'eau bout à 100 degrés. Avec l'expérience du bouillon de Franklin, on a pu montrer qu'on pouvait faire bouillir de l'eau à plus basse température que 100 degrés. D'ailleurs, puisque hier vous me parliez de la meilleure façon de cuire des pâtes, déjà, il faut éviter d'aller se faire cuire des pâtes à haute altitude. Si vous allez en montagne, vous aurez plus de mal à vous faire cuire vos pâtes que si vous restez au plancher des vaches, enfin au niveau de l'océan. Pourquoi? Parce qu'en montagne, la pression atmosphérique est plus faible qu'au niveau du sol. Encore une fois, on l'a vu comme dans les premiers cours, la pression atmosphérique, c'est le poids de toute cette colonne d'air qui est au-dessus de notre tête. Donc, si vous montez à 3000 mètres d'altitude, bah, le poids est quand même nettement plus faible que si vous étiez au niveau de la mer. Donc, la pression atmosphérique qui règne à 3000 mètres d'altitude, elle est plus faible qu'au niveau de la mer. Autrement dit, ça veut dire que l'eau, si vous la faites chauffer, elle va se mettre à bouillir. Elle va se mettre à bouillir. C'est pas l'inverse. L'inverse de quoi? Non, parce que votre eau va bouillir à plus basse température. Si vous. Donc, du coup, en fait, à peu près à 3000 mètres d'altitude, l'eau va bouillir à peu près à 80 degrés. Du coup, vous allez mettre plus de temps à cuire vos pâtes. Ah non, ça va être plus long, ça va être plus compliqué, puisque votre eau que vous allez faire bouillir, vous allez cuire des pâtes dans de l'eau qui va être plus froide. Et ouais, plus la température sera élevée, plus les aliments vont cuire rapidement. Et d'ailleurs, c'est aussi au passage tout l'intérêt de... Alors là, en revanche, pour le coup, c'est vraiment l'outil écologique et économique par excellence, c'est la cocotte minute. Je vais vous parler de la cocotte minute juste après. Donc avant cela, donc tout ça pour vous dire que l'eau bout, plus la pression est basse, plus l'eau bout à basse température. Mais et à très basse pression, je peux faire bouillir de l'eau à la température ambiante. Ça peut paraître bizarre, mais je peux très bien faire bouillir de l'eau à 20 degrés. Mais ce n'est pas parce qu'elle bout qu'elle est à 100 degrés. L'eau reste à 20 degrés. D'accord? Si vous faites le vide, comme c'est dans le cas du bouillon de Franklin, votre eau peut très bien bouillir à une température de 20 degrés. Aller cuire quelque chose dans de l'eau à 20 degrés, ça ne va pas marcher. Donc, plus la pression est faible, plus vous allez avoir effectivement l'ébullition qui se produira à basse température. Inversement, plus la pression est élevée, plus l'eau va bouillir à haute température. Et donc, si j'étais capable de faire bouillir, de maintenir de l'eau liquide à plus de 100 degrés,
et que je plongeais mes aliments dans cette eau à plus de 100 degrés, logiquement, ces aliments cuiraient plus vite. Et comme je vous le disais, c'est tout l'intérêt de la cocotte minute. Cocotte minute. Cocotte minute. Dans une cocotte minute, vous avez quoi? Vous avez donc le récipient, hop, comme ça, et puis vous avez un chapeau qu'on vient fermer bien hermétiquement, comme ça, hop là. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous mettez de l'eau pour cuire vos aliments, vous mettez ça sur le feu et vous faites chauffer le tout. Donc au départ, la pression, donc quand vous fermez, la pression qui règne dans la cocotte minute, c'est la pression atmosphérique. Vous avez mis votre eau, vous avez refermé le couvercle, vous mettez ça sur le feu, mais ici, c'est la pression atmosphérique. Autrement dit, à un moment, l'eau va se mettre à bouillir dans la cocotte minute et elle va se mettre à bouillir à 100 degrés, puisque la pression qui est dans la cocotte minute, c'est la pression atmosphérique. Mais comme votre cocotte minute est hermétiquement fermée, ici, vous aurez de la vapeur d'eau qui va venir apparaître au moment de l'ébullition. Et du coup, la pression qui va régner à l'intérieur de la cocotte minute va se mettre à augmenter à cause de cette vapeur d'eau. Par conséquent, la pression devenant plus élevée, l'eau va pouvoir être maintenue à l'état liquide à plus haute température que 100 degrés. Et du coup, vos aliments ils vont pouvoir cuire beaucoup plus rapidement. Alors évidemment, vous avez toujours une petite soupape de sécurité pour éviter que la pression devienne trop grande et que le tout explose. Mais on peut atteindre plusieurs fois la pression atmosphérique à l'intérieur de la cocotte minute et du coup maintenir de l'eau sous forme liquide à plus de 100 degrés. On va jusqu'à 140 degrés à peu près. Et cuire un aliment à 140 degrés, ça va beaucoup plus vite que le cuire à 100 degrés. D'où l'intérêt du dispositif. Tout ça est une conséquence du lien qui existe entre la pression et la température. Et dans le cas présent, puisque c'est les transitions de phase d'un corps pur qui m'intéressent, entre la pression et la température d'ébullition. Alors, pour terminer, puis commencer un petit peu à raconter, voir un petit peu nos relations, je vous parlais tout à l'heure de Mars. Donc, pour terminer sur Mars, effectivement, si vous allez sur Mars, vous allez exploser. Pourquoi? Parce que la pression, il n'y a pas d'atmosphère sur Mars. Autrement dit, il n'y a pas de pression atmosphérique quasiment. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, je peux faire bouillir de l'eau à 20 degrés. Il n'y a pas de problème. Il suffit simplement que la pression soit pratiquement nulle. Si la pression dans mon enceinte est proche de 0 atmosphère, l'eau va bouillir à la température de 20 degrés. Vous allez sur Mars, il se trouve qu'à l'extérieur, donc il n'y a pas de pression atmosphérique. Par conséquent, vous allez vous retrouver dans une situation où la pression extérieure, elle est quasiment nulle. Autrement dit, toute l'eau que vous contenez va se mettre à bouillir. Ouais, c'est pas très... Toute l'eau qui est contenue dans votre corps, et vous savez qu'on est pratiquement fait que d'eau, eh bien, toute cette eau va se mettre à bouillir et va se transformer en vapeur d'eau. Alors, autant vous dire que du coup, il y a un moment, ça va faire poum. Voilà ce qui va se passer. Donc, la vie sur Mars, en tout cas en se baladant en Bermuda, ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc, voilà quelques petits exemples de situations, effectivement, où on a des effets, des phénomènes qui sont traduits par ces transformations de phase qu'on peut observer dans la matière. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va voir quelques exemples, et puis on va évidemment, comme d'habitude, puisque c'est donner des relations mathématiques qui vont permettre de décrire ces phénomènes, ces changements d'état. Alors, avant de commencer, je vais juste vous rappeler les différents états de la matière. Donc, ces différents états, on les appelle aussi des phases. Et donc, vous avez essentiellement 3 états différents de la matière, qui sont l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Donc, un corps peut exister. Donc, une phase, c'est un mode particulier d'organisation de la matière, comme c'est indiqué ici. Bon, donc ici, j'ai schématiquement représenté un état liquide, un état solide et un état gazeux. Et donc, vous avez ces 3 phases
Et donc, une phase est un mode particulier d'organisation de la matière. Et ce mode particulier d'organisation de la matière n'est possible que dans des conditions particulières de température et de pression. Par exemple, l'eau est sous forme liquide à la pression atmosphérique entre la température de 0 degré Celsius et la température de 100 degrés Celsius. En dessous de la température de 0 degré Celsius, cette eau liquide se solidifie pour former une phase solide, cristalline. Au-dessus de 100 degrés Celsius, cette eau liquide va se transformer en vapeur. Tout ça à la pression atmosphérique. Si je change la valeur de la pression atmosphérique, je vais changer les valeurs, les conditions de température qui vont me permettre d'observer ces différents changements d'état de la matière. Et donc, c'est ce que je viens de dire. Lorsque les conditions de température et de pression varient, un corps est susceptible de changer de phase, de changer d'état. En particulier, pour les corps purs à pression constante, il existe une température unique, dite de transition de phase. Donc, je répète, pour les corps purs, et nous on verra juste les corps purs évidemment, après on peut aller plus loin en thermo et étudier des changements d'état de mélange binaire, ternaire, etc. Mais nous on va juste voir les corps purs. Et donc pour les corps purs à pression, il existe une température unique de transition de phase. À la pression atmosphérique, la température de transition liquide-vapeur est de 100 degrés et la température de transition est unique et vaut à 0 degré pour une transition liquide-solide, toujours à la pression atmosphérique. Donc on va distinguer ces trois différents états de la matière, l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Donc ici, qu'est-ce qui distingue ces différents états de la matière? Eh bien, c'est l'ordre. Vous remarquerez que dans un état solide, ici, un cristal solide, eh bien, les atomes ou les molécules, si je regardais au niveau atomique, eh bien, ces atomes ou ces molécules, elles seraient disposées de façon très régulière sur une forme géométrique qu'on appelle un réseau cristallin. Et quand on regarde le cristal à l'œil nu, eh bien, on voit que ces cristaux ont des formes géométriques. Ici, par exemple, j'ai mis un cristal de pyrite. Donc, c'est du sulfure de fer, FeS2. D'accord ? Et vous voyez qu'il a, malgré ses petits défauts, il ressemble quand même pas mal à un cube. Eh bien, en fait, cette forme cristalline n'est que le reflet de la façon avec laquelle, au niveau microscopique, les atomes de fer et de soufre vont se répartir sur ce fameux réseau cristallin qui sera un réseau cubique. Si vous prenez l'exemple de la glace, donc l'eau que vous faites refroidir en dessous de 0 degré, si vous regardez par exemple des cristaux de neige, ils ont des formes hexagonales. Tous les cristaux de neige ont des formes hexagonales. Alors ils vont faire des dessins plus ou moins complexes, mais globalement ce sera toujours des cristaux de forme hexagonale. Et cette forme hexagonale traduit tout simplement la façon avec laquelle les molécules d'eau s'agencent les unes par rapport aux autres sur un réseau cristallin qui, lui, est hexagonal. Donc, pour l'état solide, on a un ordre qu'on qualifie d'ordre à longue distance. C'est-à-dire que cet ordre, il se répète à longue distance. En revanche, pour l'état liquide, on voit que le système est très désordonné. En revanche, comme les molécules sont très proches les unes des autres, on va quand même observer un ordre, mais un ordre qui n'existe qu'à courte distance. Finalement, si j'avais fait, peut-être que je refasse un dessin, il prenait les molécules d'un liquide, si je les symbolise sous forme de disque, eh bien, vous voyez qu'ils vont se mettre, comme c'est très dense, ils vont se mettre très proches les uns des autres. Et vous voyez que, ça n'a pas l'air d'être très ordonné, mais c'est un peu hexagonal quand même, l'ordre que je viens de dessiner. Et si je dessinais d'autres molécules, on aurait à peu près le même type de schéma. Donc, dans un liquide, on a un ordre, mais cet ordre n'est qu'à courte distance. Dès qu'on s'éloigne ici d'une molécule en particulier, le système se désordonne. Donc le solide cristallin est caractérisé par un ordre à longue distance,
Le liquide est caractérisé par un ordre à courte distance. En revanche, le gaz, lui, est un système qu'on qualifie de totalement désordonné. Évidemment, ce qui va faire la différence, par exemple, entre le gaz et le liquide, on le voit, c'est la densité. Et c'est parce que on a, en fait, ici, imaginez que vous preniez un sac de billes, hein, que vous les mettiez, les tassiez les unes sur les autres, vous allez voir apparaître quelque chose de relativement ordonné à courte distance. Donc, entre l'état liquide et l'état gazeux, il n'y a finalement pas une grosse différence. Le fait que le système gazeux soit totalement désordonné vient tout simplement du fait que la densité de molécules est très faible par rapport à l'état liquide. Et du coup, en plus, elles vont pouvoir se balader comme ça dans toutes les directions. Dans le liquide, ces mouvements de diffusion sont plus compliqués parce qu'il y a moins de place pour se déplacer. Imaginez, l'image qu'on donne parfois, c'est celle d'une foule. Si la foule est très dense, vous avez du mal à vous frayer un chemin à travers la foule. Et en général, pour pouvoir passer, il faut pousser quelqu'un qui va devoir pousser quelqu'un d'autre, etc. Donc en fait, vous avez ces mécanismes de diffusion sont qualifiés de coopératifs dans la liquide. Alors que dans un gaz, il n'y a quasiment personne. Autrement dit, vous pouvez vous balader dans tout le volume sans aucune difficulté. Donc voilà, différents états de la matière, l'état solide, cristallin, donc là l'exemple de la pyrite, et puis là j'ai simplement mis une belle coupe de champagne avec ici le liquide, et puis le gaz, mais alors le gaz c'est du gaz carbonique, donc il n'y a pas d'ébullition au sens thermodynamique du terme, d'accord. C'est simplement du gaz carbonique qui est sous forme gazeuse à l'intérieur du liquide ici qui est le champagne. Donc voilà les différents états de la matière. Et c'est ces transformations entre ces différents états qu'on va voir aujourd'hui. Un petit peu de terminologie, hein, puisqu'on a trois états principalement. Alors, je ne l'ai pas dit ici, hein, mais en réalité, la situation est un petit peu plus complexe. Par contre, vous avez certains états de la matière qui sont des états un peu intermédiaires entre le liquide et le solide ou ce genre de choses. Par exemple, il y en a un que vous connaissez bien, c'est ce qu'on appelle un cristal liquide. Ça peut paraître curieux de parler de cristal liquide. Eh bien, c'est un état de la matière, mais qui est plutôt un état solide, en fait, avec des molécules, avec un ordre à longue distance, comme pour le solide, mais avec des molécules qui sont désordonnées dans leur orientation. Donc, vous avez d'autres états, mais qui sont un peu en annexe, un peu anecdotiques par rapport à ces trois états fondamentaux qui sont l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Et donc, c'est les transformations entre ces différents états, liquide, solide et gazeux, qu'on va nous étudier aujourd'hui. Donc, juste un peu de terminologie. Donc, j'ai remis ici solide, liquide et gazeux. Quand on passe de l'état gazeux à l'état liquide, hein, on parle de liquéfaction. Donc, l'exemple ici, par exemple, c'est la rosée du matin, hein, où vous avez de la vapeur d'eau en fin de journée, en fin de matinée, enfin, en fin de soirée, qui vient se déposer, se condenser ici. Enfin, pas se condenser, qui vient donc se déposer, former des gouttelettes d'eau, et ça, c'est toute la liquéfaction. Donc, quand on parle de transformation gaz-liquide, on parlera de liquéfaction. Et donc, liquéfaction des gaz. L'expérience dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire la détente de Joule-Gay-Luxate qui sert par exemple à liquéfier de l'azote liquide. Donc pour fabriquer de l'azote liquide, voilà, on part de l'azote gazeux, on va effectuer une détente de Joule-Gay-Lussac et à la sortie, on va obtenir de l'azote liquide. On aura liquéfié l'azote. Donc liquéfaction pour la transformation gaz-liquide. Et la transformation de phase inverse s'appelle une vaporisation. Donc ici, là justement, c'est de l'azote liquide. Et on voit ici, avec la chaleur, l'azote liquide se transforme en gaz, donc se vaporise. Vaporisation. Donc ça, c'est pour les transformations liquide-gaz ou gaz-liquide. Entre solide et liquide, vous avez donc la transformation solide-liquide s'appelle une fusion. Donc ici, c'est un exemple, un glaçon qui fond. Et donc la phase solide, la phase liquide. La transformation inverse, on va du liquide au solide, s'appelle une solidification. Parfois, on l'appelle aussi une cristallisation.
Et là, vous avez un bel exemple de forme cristalline qui apparaît lors de la solidification. On appelle ça une croissance dendritique. Ça forme voilà, des belles structures géométriques. Donc, fusion, transformation solide-liquide, solidification pour la transformation liquide-solide. Et enfin, pour les transformations entre la phase gazeuse et la phase liquide, vous avez le phénomène de condensation. Donc ça, c'est ce qu'on observe effectivement par grand froid, où dans l'atmosphère, vous avez de l'eau sous forme de vapeur, et cette eau va se condenser sur les points froids. Et donc, vous aurez de la glace qui va se former sur, par exemple, ce qu'on voit sur les vitres en général en hiver. Donc ça, c'est une condensation, la transformation gaz direct vers solide. Et la transformation inverse du solide vers l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle une sublimation. Un exemple typique, c'est les queues des comètes. Une comète, c'est un gros bloc de glace. Dans le vide interstellaire, cette glace donc, est sous forme solide, mais lorsque la comète s'approche, par exemple, du Soleil, puisque c'est ce qu'on observe, eh bien, la chaleur émise par le Soleil va faire fondre directement cette glace qui va se transformer en vapeur. Et la queue des comètes, c'est de la vapeur d'eau, avec plein de poussière aussi qui se mêle à tout ça. Et donc, la transformation solide-gaz, c'est ce qu'on appelle une sublimation. Mais dans les transformations de phase, on peut avoir des situations plus complexes. Les choses ne sont pas si simples que ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, quand je vous ai présenté l'état solide, on peut observer différentes formes cristallines. Là, par exemple, je vous ai mis la pyrite. La pyrite qui forme un beau cube parce que les molécules s'agencent au niveau microscopique dans des structures qui sont de type cubique. Je vous avais également dit que l'eau, justement, elle va se former sous forme hexagonale. Autrement dit, il y a différentes formes cristallines possibles, ça va dépendre des composés, mais dans certaines situations, un même composé va pouvoir présenter différentes formes cristallines. Et on va parler dans ce cas-là de variétés allotropiques. Par exemple, le fer. Le fer, donc Fe, entre la température, entre 0 degrés, enfin c'est même 0 Kelvin, jusqu'à la température de 912 degrés Celsius, le fer existe sous forme cristalline et les cristaux de fer ont une belle structure cubique. Et quand on regarde au niveau microscopique, on voit que les atomes de fer s'agencent de la façon suivante. La structure cristalline en question s'appelle un cubique centré. Pourquoi? Parce que vous avez un atome de fer aux 8 sommets du cube, et vous avez un atome de fer au centre du cube. Autrement dit, cette structure cristalline, en cristallographie, on la qualifie de cubique centré. Entre 912 degrés Celsius et 1394 degrés Celsius, le fer ne fond pas, mais il va changer de forme cristalline. Et les atomes de fer vont se déplacer et vont se réorganiser de telle sorte que, si je regarde au niveau microscopique, eh bien, ces atomes de fer vont se placer aux 8 sommets du cube, toujours, mais au lieu de se mettre au centre du cube, ils vont se mettre au centre des 6 faces du cube. 6 faces du cube. Et donc, cette structure cristalline, en cristallographie, on l'appelle cubique à face centrée. Le fer change de forme cristalline à la température de 912 degrés Celsius. Autrement dit, on a ce qu'on appelle une transition de phase. De la même manière qu'on peut avoir une transition de phase entre un liquide et un solide, on peut avoir des transitions de phase entre les mêmes formes cristallines. Ce qui est le cas du fer ici. Donc le fer à basse température, on l'appelle le fer alpha. Entre 912 et 1394, on l'appelle le fer gamma. Et au-dessus de 1394, et ce jusqu'à 1538 degrés Celsius, il retrouve sa forme cubique centrée. Alors, ce n'est pas simplement un changement de forme qu'on observe, c'est que les propriétés physiques vont également changer. On n'aura plus du tout les mêmes propriétés physiques pour le fer entre ces différentes phases.
Après 1538 degrés Celsius, le fer fond et devient liquide. Donc, c'est ce qu'on appelle ça des variétés allotropiques. Un autre exemple, qu'on qualifie également de polymorphisme cristallin, polymorphisme, c'est-à-dire plusieurs formes cristallines, polymorphisme. Un autre exemple que j'ai représenté ici sur ce transparent, c'est le carbonate de calcium, CaCO3. Ce carbonate de calcium existe sous 3 formes cristallines différentes. Vous avez la forme la plus connue et qu'on appelle la calcite. Et dans ce cas-là, alors là, attention, ce n'est pas un cube, c'est un truc un peu plus déformé, on appelle ça un rhomboèdre. Et donc, la structure cristalline de la calcite est qualifiée de rhomboédrique. Sous des conditions de pression et de température différentes, ce carbonate de calcium peut se présenter sous une forme cristalline totalement différente qu'on appelle l'aragonite. Aragonite qui a une structure cristalline qu'on appelle orthorhombique, rhomboédrique, orthorhombique. Et enfin, il existe une troisième forme cristalline de ce carbonate de calcium, CaCO3, qu'on appelle la vatérite. Et cette vatérite, elle, existe sous forme hexagonale. Et on peut observer les transformations de phase entre ces différentes formes cristallines, de la même façon qu'on peut observer les transformations de phase entre une phase liquide, une phase gazeuse, une phase solide, enfin, tout ce que j'ai présenté comme exemple précédent. Par exemple, alors, le composé le plus complexe qui existe, c'est l'eau. Et là, je vous ai projeté le diagramme de phase de l'eau. Alors, souvenez-vous, quand je vous ai parlé des différents types de représentations graphiques, on a vu le diagramme de Clapeyron, on a vu le diagramme anthropique, enthalpique, etc., etc. Et puis, il y en avait un qu'on appelait le diagramme de phase. Le diagramme de phase, c'est un diagramme pression-température. Donc ici, sur l'axe des X, j'ai représenté la température. Sur l'axe des Y, j'ai représenté la pression. Et ça, c'est donc le diagramme de phase de l'eau. Alors, pour nous situer, nous, on est tout en bas. On est à peu près, non pas tout en bas. La pression atmosphérique, c'est 10 puissance 5 pascal. Donc, 100 kilopascal. Nous, on est à peu près ici, pour notre pression. Et puis, vous avez ici la température. Donc, vous voyez qu'à peu près à 100 kilopascal, hop, ici, qu'est-ce que j'ai? Ce point-là, c'est 0 degré. Donc, c'est la température de transition de phase entre la phase solide ici et la phase liquide. Et puis, si je chauffe mon eau, je vais arriver à ce point-là qui est à 100 degrés, qui représente le point d'ébullition de l'eau à la pression de 1 atmosphère. Donc, vous voyez, ce diagramme de phase reporte toutes les phases de l'eau en fonction de la pression et des conditions de pression et de température. Et vous pouvez constater au passage que si je baisse, si je vais à une pression, donc là je suis à 100 degrés, mais si je diminue la pression, ici, si je suis à donc 100 kilopascal, donc 10 puissance 5 pascal, et je descends la pression uniquement à un facteur 10, vous voyez que ma température d'ébullition passe 52. Très rapidement, comme ceci, que la température d'ébullition de l'eau chute très vite dès que chute la pression. À 1 kilopascal, donc je suis 100 fois moins que la pression atmosphérique, vous voyez, j'ai une température d'ébullition qui est pratiquement proche de 0 degré. On représente sur ce diagramme de phase donc les phases liquides, vapeur et solide. Et vous avez ici tout le domaine d'existence de la phase vapeur, de la phase gazeuse, de la phase liquide et de la phase solide ici, en bleu. Mais vous remarquerez que pour ce qui est de la phase solide, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y apparaît parce que si l'état liquide ne peut, en théorie, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais là, on rentre vraiment dans des domaines un peu très particuliers des états de la matière, il n'existe qu'un seul état liquide, un seul type d'état gazeux. On l'a vu, on peut avoir plein d'états cristallins différents, ça va dépendre de la forme cristalline de votre composé. Eh bien, il se trouve que l'eau est le composé le plus compliqué parce que c'est celui qui présente le plus de phases cristallines différentes. Et elles sont toutes représentées sur ce diagramme de phase. Vous avez plus de 10 phases cristallines différentes pour l'eau.
tout étant obtenu avec des conditions particulières de pression et de température. Alors, si on continue à regarder un petit peu en détail ce diagramme de phase, pression, température pour l'eau, ces courbes-là, qui sont tracées en noir, c'est ce qu'on appelle des courbes d'équilibre. C'est-à-dire que lorsque je me place, par exemple, exactement à ce point-là, je suis au point d'équilibre entre la phase liquide et la phase gazeuse. Il y a coexistence entre les deux phases. Quand vous prenez de l'eau et vous la faites bouillir dans une casserole, à un moment, l'eau arrive à 100 degrés, elle est à l'ébullition, et vous êtes dans un système qui a deux phases, la phase liquide et la phase gazeuse. Et donc, ça veut dire que vous êtes effectivement sur la courbe d'équilibre entre ces deux phases. Et de la même manière, on a les courbes d'équilibre entre la phase solide et la phase liquide. C'est 0 degré pour l'eau sous forme de glace, hein, enfin sur l'eau, oui, à 0 degré. Si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez plein de glaçons dedans, au bout d'un moment, donc les glaçons au début vont se mettre à fondre, votre liquide va refroidir, et puis à un moment, l'eau va atteindre 100 degrés. Et vos glaçons, normalement, vont plus fondre, mais votre eau va rester à 0, et votre eau va rester à 0 degré. C'est-à-dire que vos glaçons vont être à 0 degré et votre eau va être à 0 degré. Vous aurez un équilibre entre la phase liquide et la phase solide. Quand vous avez de l'eau, si vous voyez de l'eau liquide avec des glaçons dedans, et que ça n'a pas évolué au cours du temps, vous savez que tout est à 0 degré. C'est d'ailleurs comme ça ça a pu permis de calibrer les thermomètres autrefois. On savait que la température de 0 degré lorsqu'on avait un équilibre entre la phase liquide et la phase solide de l'eau. De la même manière qu'on sait qu'on est à 100 degrés lorsqu'on a un équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur, la phase gazeuse de l'eau. Alors, nous, évidemment, on ne va pas s'intéresser à toutes ces phases cristallines. Hein. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la transition liquide, solide, vapeur, indépendamment de la forme cristalline du matériau en question. Si on regarde encore un petit peu en détail ce diagramme de phase, donc outre ces courbes d'équilibre, il y a deux petits points qui sont un peu particuliers. Il y en a un qui est ici. Et ce point-là, on l'appelle le point triple de l'eau. C'est-à-dire que dans des conditions de pression et de température très particulières, on n'a pas coexistence entre deux phases, on a coexistence entre les trois phases, liquide, solide et vapeur pour l'eau. Et quand on regarde le récipient, eh bien, on voit effectivement de l'eau liquide, des glaçons et puis de la vapeur d'eau. Donc ce point-là, on l'appelle le point triple et il est obtenu pour des conditions évidemment très particulières de pression et de température. On l'obtient pour l'eau à une température de 0,01 degré Celsius, donc on est pratiquement tout proche du 0 degré C. Et on est à basse pression avec une pression de 611,73 pascal. Ça s'appelle le point triple. Il y a un deuxième point un peu particulier dans ce diagramme de phase, il est ici. Et ce point-là, on l'appelle le point critique. Il se trouve que si je suis la courbe d'équilibre, comme ceci, en fait, à un moment, elle s'arrête brutalement. Poum, elle s'arrête ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je vais au-delà de ce point, eh bien, je tombe dans un domaine où je ne peux plus faire la différence entre l'état liquide et l'état vapeur. Parce que si on y regarde effectivement de près, hein, la différence entre un liquide et un gaz, finalement, si vous comprimez un gaz, d'ailleurs, vous obtenez assez facilement un liquide. Ce qui va faire vraiment la différence entre les deux, c'est la densité de particules. Et donc, si ici, vous prenez votre composé et que vous augmentez la pression et la température, eh bien, à un moment, la densité du liquide devient identique à la densité du gaz. Et on ne peut plus faire la distinction entre ces deux états de la matière, qui sont assez proches l'un de l'autre. Et ce point particulier, on l'appelle le point critique. Et au-dessus de ce point critique, le fluide qu'on a obtenu, parce que finalement, on parle d'état liquide, solide et gazeux, mais l'état liquide et l'état gazeux, on parle également, on les regroupe sous la dénomination de fluide. Quand on fait de la mécanique des fluides, on étudie les écoulements des gaz ou des liquides indifféremment. Donc, un liquide et un gaz, c'est ce qu'on appelle un fluide.
Et quand je suis au-dessus de ce point particulier, eh bien, le fluide que j'obtiens, on le qualifie de supercritique. On peut, du coup, voir des choses assez rigolotes quand on s'amuse à se balader autour de ce point, justement, de ce point critique, dont on parlera par la suite. Donc voilà, ça c'est le diagramme de phase peut-être le plus compliqué qui existe, celui de l'eau, avec toutes ses phases cristallines, et puis sa phase liquide et sa phase gazeuse. C'est une caractéristique, la viscosité d'un fluide. Effectivement, le gaz est un fluide peu visqueux, le liquide est un fluide beaucoup plus visqueux, et on peut faire la distinction entre les différents fluides à partir de leur viscosité. Mais si on veut vraiment caractériser le fluide, comme je vous le disais précédemment, c'est la densité qui est le paramètre fondamental. C'est vraiment la densité. Ou la masse volumique, mais qui revient au même. Alors, voilà un petit dispositif qui permet d'étudier ce genre de diagramme de phase. En fonction de la pression. Donc, ici, alors, comme je vous l'ai indiqué précédemment, le diagramme pression-température, c'est une façon de représenter les différentes phases, mais on peut aussi étudier les changements d'état au travers d'un diagramme de Clapeyron, un diagramme pression-volume. Donc ça c'est pas gênant. Et ici, j'ai pris comme exemple la transition liquide-gaz. Vous savez on a trois paramètres thermodynamiques qui sont la pression, la température et le volume. Donc, il y a deux façons de faire varier notre système et de passer d'une phase à une autre. C'est soit on peut faire varier la température, c'est ce que je fais lorsque je prends une casserole d'eau et que je la mets sur le feu. L'eau va se mettre à bouillir, etc., etc. Ou alors, je peux aussi faire varier la pression, puisque si vous reprenez le diagramme de phase ici, voilà, pression-température, vous décidez de vous mettre à une pression, par exemple, de... Alors, imaginons, d'abord, l'expérience classique, c'est que je mets à la pression atmosphérique et puis je chauffe. Autrement dit, je pars de basse température, je suis en phase solide, j'arrive à 0 degré, mon eau se met à fondre, ensuite, j'arrive à 100 degrés, mon eau se vaporise et puis je peux me balader comme ça. Et une autre façon de procéder, c'est de se balader dans le sens inverse, c'est-à-dire de fixer la température et de faire varier la pression. Donc, vous pouvez très bien décider de fixer la température qui serait la température ambiante, 25 degrés, et puis d'augmenter ou de diminuer, de comprimer votre système. Donc, si vous diminuez, si je comprime, donc à basse pression, mon système est sous forme de vapeur, et puis je comprime. À un moment, la compression fait que je vais voir apparaître des gouttes de liquide quand je suis sur la courbe d'équilibre. À un moment, le gaz va totalement disparaître et là, je vais pouvoir me balader dans la phase liquide. Et puis après, je peux même comprimer mon liquide pour en faire un solide. On peut tout à fait, avec ce type de procédé, à température constante, on peut faire cristalliser, faire solidifier un liquide. Il suffit que la pression soit suffisamment importante. Il y a un autre point important sur cette courbe-là aussi, c'est que, imaginons, je chauffe de l'eau. Donc, je suis à la pression atmosphérique, je chauffe de l'eau, ici. Je chauffe mon eau liquide, j'arrive à 100 degrés. J'arrive sur la courbe d'équilibre. Ça veut dire que j'ai coexistence entre les deux phases. Donc, imaginez, dans votre enceinte, vous avez votre eau liquide qui bout, et puis votre vapeur d'eau. Ce qui va se passer, c'est que quand vous continuez à chauffer votre eau, la température de l'eau va toujours rester à 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés, elle ne va pas bouillir plus haut à la pression atmosphérique. Ça n'est que lorsque la dernière goutte de liquide aura disparu que votre vapeur d'eau, elle, va pouvoir passer au-dessus de 100 degrés. Ça, c'est un point important. Alors, je répète, parce que justement, c'est un point qui n'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, toujours pour revenir à la cuisson des pâtes, sachez que quand votre eau est à ébullition, ça ne sert à rien de pousser le feu à fond, ça va strictement rien changer. Ce n'est pas parce que vous mettrez le feu à fond que vos aliments vont cuire plus vite. Non, l'eau bout à 100 degrés. Autrement dit, quand vous avez votre casserole d'eau, eh bien, dès qu'elle se met à bouillir,
C'est ça, c'est l'histoire des chaleurs latentes exactement, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous poussez le feu plus fort, la seule chose que vous ferez, c'est que vous allez accélérer le processus de vaporisation de votre eau. Mais votre eau va rester à 100 degrés. Autrement dit, l'énergie que vous allez fournir va uniquement servir à transformer de l'eau liquide en eau gazeuse plus rapidement, parce que vous fournissez de l'énergie, et effectivement, c'est lié à cette fameuse notion de chaleur latente de vaporisation. Donc, quand votre eau, vous faites cuire vos aliments, dès que l'eau bout, vous baissez votre feu, okay, mais de façon à maintenir malgré tout une ébullition, mais ça ne sert à rien d'avoir un gros bouillon bien important quand vous mettez un feu très fort, parce que vous ne changez pas la température de l'eau en faisant ça. Elle bout à 100 degrés. La seule chose que vous faites, c'est que vous accélérez plus vite le processus de vaporisation de votre eau, et donc vous faites disparaître plus rapidement l'eau de votre casserole. Et donc, voilà. Tant qu'on est sur l'équilibre des phases, la température et la pression ne changent pas, tant qu'on est à l'équilibre. Ça n'est que lorsque la dernière goutte d'eau va disparaître que votre vapeur d'eau va pouvoir ensuite être chauffée au-dessus de 100 degrés. Mais tant que vous avez équilibre entre la vapeur et le liquide, la température de votre système reste à 100 degrés. D'où aussi l'intérêt de la cocotte minute, pour monter tout ça à plus haute température. Donc en fait, sur la cocotte minute, vous allez vous balader sur cette courbe d'équilibre. Et si vous vous mettez à une pression, donc là, si je suis à 100, alors c'est logarithmique, hein, vous remarquerez. Donc ici, si je suis à 4 fois la pression atmosphérique, j'arrive à une température d'ébullition de 150 degrés, c'est à peu près ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, voilà, dans ce diagramme, là, je vous ai expliqué comment on faisait varier le paramètre température. Là, je joue sur la température. Je mets ça sur le feu et puis je chauffe pour pouvoir ensuite passer du liquide. Donc, température, donc je varie dans ce sens-là. Donc, je suis à la pression atmosphérique et je veux me aller dans ce sens-là. Et donc, dès que la dernière goutte de liquide a disparu, je vais pouvoir passer de l'autre côté, ici. J'aurai que de la vapeur d'eau et cette vapeur d'eau, je vais pouvoir la chauffer. Mais tant que j'ai l'équilibre entre les deux phases, je reste en ce point. Et c'est la même chose sur le dispositif qui est représenté ici. Alors, ça permet d'étudier aussi les transitions liquide-gaz, ce dispositif. C'était normalement un TP qu'on aimerait, je pense qu'avec M. Martinelli, on aimerait bien vous le monter, mais les conditions font que vous ne le verrez pas. Ici, on va liquéfier un gaz, non pas en le chauffant ou en le refroidissant, mais en le comprimant. Donc ici, vous regardez, vous avez justement un manomètre qui vous indique la pression. Et là, vous avez une roue que vous pouvez tourner pour comprimer un gaz qui est contenu dans cette enceinte. Alors, le gaz en question, c'est SF6, parce que ça marche bien à la température ambiante. Et puis, vous avez une colonne de mercure qui sert justement à comprimer le gaz. Donc, et puis là, vous avez un bain thermostaté qui permet de faire ça à différentes températures. Donc, vous pouvez très bien déterminer. Le but, c'est de déterminer en fonction de la température que vous fixez ici. Donc là, vous avez une circulation d'eau à l'intérieur de l'enceinte. Cette eau est chauffée dans ce bain thermostaté. Et vous allez observer justement l'apparition des premières gouttes de liquide lorsque vous allez comprimer votre gaz. Donc, vous êtes à une certaine température ici. Alors, vous marquerez dans le diagramme, il est indiqué que T est supérieur à TC. TC, c'est ce qu'on appelle ici la température du point critique. Au-dessus du point critique, il n'y a plus de distinction entre le gaz et le liquide. Donc, on ne peut plus observer de transition de phase entre gaz et liquide. Il faut être en dessous de cette température et de cette pression pour pouvoir observer une transformation de phase entre l'état liquide et l'état gazeux. Donc ici, on se place en dessous de cette température critique TC. Au départ, j'ai une pression relativement faible, même la pression atmosphérique, ça suffit. Donc je suis à la pression atmosphérique et mon gaz, SF6, est sous forme gazeuse. Donc vous êtes à basse pression, ici dans le diagramme. Donc vous êtes à basse pression, et comme c'est un gaz, il occupe un volume relativement important. Et puis vous tournez la roue qui est ici. En tournant la roue, vous allez évidemment comprimer le gaz. Donc, son volume va diminuer, alors que la pression, elle, va augmenter. Donc, vous vous baladez le long de cette courbe ici.
la courbe qui caractérise le gaz. Donc, la courbe qui caractérise ici le gaz. Et puis, à un moment, vous allez voir apparaître dans votre enceinte, ici, la première goutte de liquide. Au point B, vous avez la première goutte de liquide qui apparaît dans votre petit tube, ici, le tube dans lequel est contenu SF6. Quand vous arrivez, vous voyez cette première goutte de liquide, vous continuez à comprimer le gaz. Alors, le fait que vous ayez cette première goutte de liquide, ça indique que vous êtes arrivé sur la courbe d'équilibre entre le liquide et le gaz. Et du coup, vous pouvez continuer à tourner la roue, la manivelle ici. Vous n'allez plus changer la pression dans votre enceinte parce que vous êtes à l'équilibre. Ça n'est que lorsque le gaz aura totalement disparu que là, la pression va pouvoir se mettre à réaugmenter. En réalité, mais c'est comme pour la casserole qu'on chauffe, hein, l'augmentation de pression ici que vous essayez de communiquer ne change pas en réalité la pression dans l'enceinte, ne fait que transformer du gaz en liquide. Cette énergie que vous fournissez en tournant la roue ne fait que transformer du gaz en liquide. Et c'est ce qu'on observe, effectivement. On va observer que le volume de gaz diminue au profit du volume du liquide, au fur et à mesure que je tourne cette roue. Néanmoins, sur le manomètre, je ne vois pas de variation de pression. À un moment, la dernière bulle de gaz va disparaître. Autrement dit, vous allez quitter cette courbe d'équilibre. Et dans ce cas-là, comme vous n'avez plus qu'une phase, qui est la phase liquide, quand vous tournez votre roue, là, effectivement, la pression va pouvoir se mettre à augmenter parce que maintenant, vous comprimez votre liquide. Vous voyez, ce n'est pas si évident que ça, ce qui se passe, mais tout ça est dû au fait qu'entre le point A et le point B, on a la coexistence entre les deux phases. Et donc, que ce soit la température ou la pression, ça revient au même. Soit vous augmentez la température, vous chauffez, vous continuez à chauffer, mais ça ne change pas la température parce que vous avez équilibre entre liquide et gaz. Soit vous continuez à comprimer, mais ça ne change pas la pression parce que vous avez coexistence entre la phase liquide et la phase gazeuse. Donc, ce n'est vraiment que lorsque la dernière bulle de gaz disparaît que vous allez effectivement, tout simplement, comprimer votre gaz. Et donc, en faisant ce genre d'expérience et en la réalisant à différentes températures, eh bien, vous allez pouvoir définir les domaines de coexistence entre les deux phases. Et c'est dans ce type de représentation. Et quand je suis au-dessus de la température, cette fameuse température particulière qu'on appelle température critique, eh bien là, en revanche, je ne peux plus observer de changement. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous avais parlé précédemment, quand on avait vu un peu les équations d'état, eh bien, si on a un gaz parfait, donc vous voyez qu'en réalité, il vous faut, dans un diagramme pression-volume, l'équation des gaz parfaits, c'est une branche d'hyperbole. Par conséquent, le gaz parfait peut décrire le comportement d'un fluide supercritique. En revanche, cette équation des gaz parfaits est incapable de décrire ces domaines de coexistence de phase. En fait, ce qui se passe mathématiquement, c'est que, et c'est l'équation de Van der Waals, cette fameuse équation de Van der Waals, qui, elle, est capable de me décrire le changement des états de la matière. Vous avez peut-être fait, on a mathématiquement ceci. Alors, c'est mathématique, du coup, il y a des zones qui sont physiquement pas possibles, mais néanmoins, on voit que cette équation de Van der Waals est capable de reproduire et de décrire ces transformations de phase. Et on a vu qu'un gaz de Van der Waals, c'était un gaz qui était relativement dense. Par rapport à un gaz parfait qui est très peu dense, le gaz de Van der Waals est un gaz qui est dense. Or, c'est justement parce que la densité de ce gaz de Van der Waals dépasse une certaine valeur critique que ce gaz de Van der Waals peut devenir un liquide. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette fameuse équation d'état, l'équation de Van der Waals. L'équation des gaz parfaits, un gaz parfait ne peut pas avoir de transformation de phase. Il restera forcément gazeux.
En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque je suis à très haute température, mon gaz peut être décrit par l'équation d'état des gaz parfaits, et que lorsque je baisse la température, du coup, j'augmente la densité de mon gaz en diminuant l'agitation thermique, et en augmentant la densité du gaz, l'équation de mon gaz passe de celle de l'équation des gaz parfaits à celle de l'équation de Van der Waals. Et, et là, du coup, je peux effectivement observer ce genre de transformation de phase. On peut aller plus loin. Là, vous voyez, j'ai juste fait le changement d'état gaz liquide. Mais on pourrait même continuer à comprimer. On l'a vu hein, dans le diagramme de phase. Si je continue à comprimer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais transformer mon liquide en solide. Et voilà le diagramme PV complet, en fait, de mon système. Vous êtes donc ici, c'est le fluide, l'état gazeux. On a vu la transformation liquide plus gaz. Et si on continue, on peut observer le même type de transformation entre le liquide et le solide. Et puis, vous avez à une certaine température même la coexistence entre les trois phases, liquide, solide et gazeux. C'est la température, le point critique, le point triple dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le diagramme pression-volume où on peut observer les différents types de changements d'état. C'est ce qui est indiqué dans l'énoncé ici, comme titre, c'est la poursuite du diagramme PV précédent vers la phase solide. Ici, j'ai repris en fait le diagramme de phase de l'eau. Donc j'ai laissé tomber tous les états différents cristallins pour ne reprendre que la partie ici intéressante, hein, donc diagramme pression-température pour l'eau. Donc ici, avec ces différents points caractéristiques, le point critique, au-dessus du point critique, le fluide est qualifié de supercritique, l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide. Et ici, vous avez une pente qui est négative, et c'est une spécificité de l'eau. Dans la plupart des composés, la pente est dirigée comme ceci. L'eau, elle a une pente qui est dans ce sens-là. C'est une de ses particularités. L'eau est un composé absolument remarquable. Par exemple, une autre de ses caractéristiques, c'est que sa densité, elle présente un maximum à la température de 4 degrés Celsius. Si vous tracez la densité ou la masse volumique de l'eau, ρ, en fonction de la température, eh ben, elle va faire ceci. Hop là. Et ça, c'est à 4 degrés Celsius. Tous les corps purs ont un diagramme de phase, tout à fait. Tout le corps pur peut exister sous forme liquide, solide ou gazeuse. Tout va dépendre des conditions de pression, de température qu'on va appliquer. Des fois, il faut aller à très très forte pression pour pouvoir avoir une phase solide. Mais théoriquement, tout corps pur peut exister sous ces trois différentes phases. Vous voyez, par exemple, autre spécificité de l'eau, c'est le fait que la densité de l'eau, elle a un maximum à 4 degrés C. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître anecdotique. Le diamant est un corps pur, c'est du carbone. D'ailleurs, le carbone existe sous différentes formes cristallines. Vous avez la forme graphite, la forme fulléréne, la forme carbone. Mais oui, on peut avoir Alors, c'est du carbone pur. Donc, on peut avoir du carbone pur à l'état liquide. Dire que c'est du diamant liquide, ça n'a pas vraiment de sens. C'est du carbone pur. Autrement dit, vous obtenez du carbone liquide qui, sous certaines conditions, va cristalliser sous forme de diamant. C'est exactement pour ça. Et alors, voilà, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Sans ce phénomène-là, il n'y aurait pas la vie sur Terre. Parce que grâce à ça, quand l'eau va se mettre à geler, du fait que sa densité, elle atteint un maximum à 4 degrés, la glace va rester en suspension. Elle va flotter. Si on n'avait pas ce comportement-là, ce qui se passerait, c'est que l'eau gèlerait, coulerait, la glace pourrait se former en surface, mais coulerait. Et du coup, vous auriez de la glace au fond des océans, ou d'un lac,
Et puis, comme il fait froid, ben, cette glace se renouvellerait. Et en fait, on pourrait geler un lac entièrement, voire même les océans. Et du coup, ben, la vie ne pourrait pas exister sur Terre si on n'avait pas ce phénomène-là. Donc c'est effectivement pour ça que le fond aussi, et du coup, cette couche de glace permet aussi d'isoler thermiquement l'eau qui se trouve en dessous et qui permet de continuer le développement de la vie. Donc l'eau, pour ça, je vous dis, c'est le corps, hein, c'est un corps qui est vraiment remarquable. Sans ces propriétés-là, bon, alors la vie pourrait exister, mais sous une forme totalement différente de celle qu'on peut connaître. Donc voilà, ça c'est le diagramme de phase de l'eau, hein, parce que la pente ici est négative, qui est aussi le reflet de ce phénomène. Ici, je vous ai représenté, toujours pour vous expliquer le fait que quand on est à l'équilibre, eh bien, pendant un certain temps, on a coexistence de phases et on ne peut pas avoir de changement d'état. C'est un peu ce que représente. Donc là, c'est une courbe d'analyse. Oui, après, quand l'épaisseur n'est pas très importante, d'ailleurs, les dernières températures ont été très, très élevées, et quand il y a une très faible épaisseur d'eau, là, le phénomène ne fonctionne pas. L'eau va geler en surface, et puis l'épaisseur de glace ne sera pas suffisante pour maintenir une eau liquide au fond. Mais c'est surtout par exemple, sur les océans, sur les mers. Voilà. Donc ici, ça reprend la même idée que précédemment. Encore une fois, tant que, vous voyez, vous partez d'une phase, ici, vous avez la phase solide et la phase liquide en équilibre, et puis vous pouvez chauffer, ben, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer tant que vous avez équilibre entre les deux phases, et c'est quand une des deux phases va disparaître que là, hop, la température va pouvoir se remettre à augmenter. Donc ça reprend un peu le diagramme qui est ici. Vous voyez, ici, je passe du point M dans ce sens-là, donc je suis à haute température à une pression d'une atmosphère, et je baisse la température, donc je suis dans une phase gazeuse. À un moment, j'arrive sur la courbe d'équilibre. Vous partez du point M ici, d'accord? Vous êtes en phase gazeuse, vous baissez la température, donc vous baissez la température. Quand vous arrivez en ce point-là, ici, vous êtes en ce point-là. C'est-à-dire que vous êtes sur la courbe d'équilibre. Et donc, vous pouvez continuer à baisser la température. En réalité, la température ne va pas baisser. La seule chose qui va se passer, c'est que la vapeur, le gaz, va se transformer en liquide. Et c'est pour ça qu'on a un palier ici horizontal. Au cours du temps, la température ne change pas, tant que vous avez l'équilibre entre le liquide et la vapeur. Et à un moment, vous allez faire disparaître la dernière goutte de vapeur, et là, vous n'aurez que du liquide. Et du coup, vous allez arriver sur cette partie-là, où là, effectivement, au cours du temps, votre température va pouvoir rebaisser, vous êtes en train de refroidir votre liquide. Et puis, à un moment, vous allez arriver en ce point-là. En ce point-là, vous êtes sur la courbe d'équilibre entre le liquide et le solide. Autrement dit, la température ne va pas baisser. La seule chose qui va se passer, c'est que de plus en plus de liquide va se transformer en solide. À un moment, tout le liquide se sera solidifié, et là, hop, la température va pouvoir continuer à recommencer à baisser, parce que ben, vous serez en train de refroidir votre solide. Alors, il y a ici une façon de... Il y a un coefficient, une grandeur en thermodynamique qui permet justement de décrire ces états d'équilibre. C'est ce qu'on appelle la variance. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite ici. Alors, pour terminer, vous remarquerez que pour l'instant, on n'a encore rien, on n'a pas mis d'équation ou quoi que ce soit, ça change un petit peu. Hein. C'est pas plus mal, remarquez, mais ça ne va pas durer. Ici, j'ai représenté le diagramme de phase d'un corps pur. Donc, on a vu une façon possible de représenter, c'est le diagramme pression-température. On a vu qu'il y avait un autre type de diagramme possible, c'était le diagramme pression-volume. Il y en a un troisième, c'est volume-température. Il y a toujours ce jeu de deux variables. Et donc, quand on combine ces trois types de représentations, on obtient ici un truc à trois dimensions, où là, vous avez représenté la pression, pression, volume et température ici. Et quand on projette
suivant un plan, eh ben, on obtient l'une des trois représentations dont je vous ai parlé précédemment. Ici, par exemple, vous projetez cette figure à trois dimensions suivant le plan pression-température et vous obtenez votre diagramme pression-température. Bien. Voilà pour un peu toutes ces généralités sur les transitions de phase. Il y a des choses qui sont importantes à connaître, avec des propriétés qui sont assez particulières. Maintenant, ce qui va surtout nous intéresser, nous, c'est d'écrire ces changements d'état au travers de paramètres pertinents. Et puis aussi le fait que, comme on l'a vu, ces transformations de phase vont toujours s'accompagner soit de l'absorption, soit du dégagement d'une certaine quantité d'énergie thermique. Cette quantité d'énergie thermique, on appelle, alors autrefois on appelait ça les chaleurs latentes. Maintenant, on appelle ça les enthalpies de changement d'état. Chaleur latente, soit de vaporisation, soit de liquéfaction, soit de solidification, etc. Et suivant le type de transformation de phase, ça peut être une absorption ou un dégagement. Par exemple, prenons l'état, le changement, la solidification. Vous passez d'une phase liquide à une phase solide. Il faut avoir l'image en tête des molécules qui bougent. Je suis dans l'état liquide, j'ai mes molécules qui bougent dans tous les sens. Donc, si je fais un bilan, une espèce de balance d'énergie, a priori, c'est un système qui a une forte énergie. Toutes ces molécules qui bougent, c'est de l'énergie cinétique. Quand le liquide va geler, les molécules vont s'arrêter de bouger. Autrement dit, ce surplus d'énergie dû au mouvement, il va se dégager. Autrement dit, quand on a ce genre de transformation de phase, ce genre de transformation de phase va s'accompagner d'un dégagement d'une certaine quantité d'énergie thermique, soit chaleur qu'on appelait chaleur latente, soit enthalpie de changement d'état. Et on dit dans ces cas-là que cette transformation de phase est exothermique. Elle dégage de l'énergie thermique. En revanche, le processus inverse, vous passez de l'état solide à l'état liquide. Donc, à l'état solide, les molécules ne bougent pas. À l'état liquide, elles bougent dans tous les sens. Donc, du coup, il faut que votre système ait reçu suffisamment d'énergie pour permettre à ces molécules de bouger dans tous les sens dans son état liquide. Autrement dit, on dira que ce changement d'état, ce changement de phase, est endothermique. La réaction, c'est une réaction aussi, est endothermique. Elle absorbe, le système va absorber une certaine quantité d'énergie thermique. Et cette quantité d'énergie thermique, évidemment, elle est fournie par la plaque qui vous permet de chauffer votre truc pour faire fondre votre cristal. Alors, c'est à Josiah Willard Gibbs que l'on doit une petite description un peu empirique de ces transitions de phase. Et il a défini une grandeur qu'on appelle la variance et que l'on note nu. Cette variance nue représente en fait le nombre minimal de paramètres intensifs que l'on doit connaître si on veut déterminer tous les autres paramètres intensifs du système. Je m'explique. D'abord, souvenons-nous de ce qu'est un paramètre intensif. Et bien, ça tombe bien, il se trouve que la pression et la température sont des paramètres intensifs. Et c'est dans cela que ce sont justement les variables thermodynamiques les plus pertinentes quand on étudie une transition de phase, pression et température. Vous remarquerez que lorsque l'on a un changement d'état ici, lorsque je suis sur cette courbe d'équilibre, par exemple, entre l'état liquide et l'état gazeux, si vous fixez une valeur de la pression, eh bien, vous fixez de fait la valeur de la température pour connaître la courbe d'équilibre. Et c'est justement cette variance, c'est ce nombre de paramètres intensifs que cette variance permet de définir. Alors, de manière générale, cette variance est définie de la façon suivante. C'est introduit par Gibbs, c'est C plus 2 moins phi. Alors, d'abord, C représente le nombre de constituants indépendants. Il se trouve que, en ce qui nous concerne, on va toujours travailler avec des corps purs. Autrement dit, pour un corps pur, C sera toujours égal à 1. Si on était en présence d'un mélange binaire, on aurait C égale 2. Bon. Mais nous, on sera toujours dans le cas C est égal à 1. Phi représente le nombre de phases. Alors, on sait qu'on peut avoir une seule phase, 2 phases, c'est la courbe de coexistence entre les 2 phases, voire même 3 phases lorsqu'on est au point triple. Donc, phi peut prendre les valeurs 1, 2 ou 3.
Et en fonction de la valeur de C et de phi, on va pouvoir déterminer ce fameux coefficient, variance, qu'on appelle également degré de liberté du système. Donc, pour vous illustrer un petit peu effectivement comment fonctionne ce calcul, simple, hein, c'est assez trivial, je prends l'exemple ici du corps pur qui existe sous 3 phases. Je suis au point triple. Donc, C est égal à 1, phi est égal à 3. Donc, si je remplace, C est égal à 1, phi est égal à 3, je trouve nu est égal à 2. À 0, pardon. Nu est égal à 0. Autrement dit, les variables température et pression sont forcément fixées lorsque les 3 phases sont à l'équilibre. Je ne peux pas en laisser libre une autre, une des deux. Au point triple, j'ai forcément la température et la pression qui sont fixées. Et c'est ces deux valeurs qui vous donnent justement le point triple de l'eau. Si maintenant, mais ce qu'on ne verra pas, vous prenez un mélange ternaire avec C égale 3, et si vous fixez la pression et la température, eh bien, vous allez voir que du coup, ça vous dit que nu étant égal, dans ce cas-là, à 2, phi sera égal à 3. 3 phases sont forcément à l'équilibre. Voilà, c'est juste un paramètre qui vous dit que, en gros, hein, si je suis sur la courbe d'équilibre ici, bah, j'ai 2 phases en équilibre. 2 phases en équilibre, nu sera égal à 1. Nu sera égal à 1, j'ai 1 degré de liberté. C'est-à-dire que je peux effectivement, en fixant la pression, je peux me balader en température. Voilà, ça c'est juste une règle un peu empirique, hein, établie par Gibbs, qu'on appelle la règle des phases. Pour décrire les transitions de phase, Gibbs a introduit une nouvelle grandeur thermodynamique. Donc si on fait le bilan de toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, il y en a déjà un certain nombre, on a vu l'énergie interne, on a vu l'enthalpie H, l'entropie, et toute fin hier, je vous ai défini, on a vu une autre grandeur thermodynamique qu'on appelle grand F, l'énergie libre. Eh bien, Gibbs, en étudiant les transitions de phase, il s'est rendu compte que celle-ci pouvait être décrite en introduisant une nouvelle fonction thermodynamique qu'on appelle l'enthalpie libre, ou encore énergie de Gibbs, que l'on note grand G. Et par définition, G, c'est H moins TS. Alors, on va voir tout de suite pourquoi G est une grandeur thermodynamique adaptée à l'étude des transitions de phase. En réalité, et c'était vrai aussi pour H ou pour F, ce n'est pas la fonction elle-même qui est intéressante, c'est sa différentielle. Reprenons par exemple, donc si je dis que G, c'est H moins TS, je vais calculer la différentielle de G. Différentielle de G, dG, c'est dH, moins TdS, moins SDT. Et souvenons-nous également de la définition de l'enthalpie, H, c'est U plus PV. Autrement dit, le dH qui est ici, c'est DU plus PDV plus VDP. Voilà exprimé dG. Seulement, en vertu du premier principe de la thermodynamique, DU, c'est TdS moins PDV. Donc, si vous remplacez DU, TdS moins PDV dans cette relation-là, vous remarquerez que la différentielle de cette nouvelle fonction G se simplifie et devient égale à quoi? Moins SDT moins VDP. Et c'est là où on se rend compte à quel point cette nouvelle fonction est effectivement intéressante. Parce que la variation de cette fonction G va résulter d'une variation de quoi? De température et de pression. Température et pression qui sont justement les deux paramètres intensifs pertinents pour étudier les transitions de phase. Et donc c'est pour ça que G est une fonction intéressante. C'est parce que sa variation résulte d'une variation de température et de pression. Or, quand je suis à l'équilibre entre deux phases, je n'ai pas de température et je n'ai pas de variation de pression. Quand je suis à l'équilibre. Quand je quitte l'équilibre, on a vu, ma température peut se mettre à réaugmenter ou ma pression peut se remettre à réaugmenter. Mais tant que je suis sur la courbe d'équilibre, la température et la pression ne vont pas varier. Autrement dit, dG sera nul. Et c'est en cela que cette fonction va effectivement me permettre de décrire ces équilibres entre phases. Ils sont caractérisés par le fait que cette fonction ne varie pas lorsqu'on est à l'équilibre entre les phases. Pour aller
plus loin dans la description des transitions de phase, il me faut définir une autre grandeur thermodynamique fondamentale. Et cette autre grandeur s'appelle le potentiel chimique. Pourquoi? Parce que quand on a une transformation de phase, imaginez, vous avez donc le liquide par exemple avec le gaz, le nombre de particules, jusqu'à présent on a toujours supposé que le nombre de particules était constant, les enceintes étaient fermées. Donc vous aviez un gaz, le nombre de moles ne changeait pas. Mais quand on a une transformation de phase, eh bien, si par exemple du gaz se transforme en liquide, ça veut dire que le nombre de moles du gaz diminue au profit du nombre de moles de liquide. Par conséquent, pour décrire les transformations de phase, j'ai besoin maintenant de prendre en compte le fait qu'on peut avoir une variation, on va avoir une variation de la quantité de matière. Et c'est cette variation de quantité de matière qui va m'obliger à introduire cette nouvelle fonction thermodynamique qui est le potentiel chimique. Donc quoi? Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire là-dessus? Je ne m'inspire plus trop ce transparent. Donc, on définit pour la réaction chimique deux quantités, l'enthalpie qui représente. Alors oui, évidemment, on gardera aussi en tête pour étudier ces transformations de phase cette autre fonction thermodynamique qui est l'enthalpie, parce que justement, quand on a un changement d'état, on a aussi une variation d'enthalpie. La quantité d'énergie reçue ou cédée par le système au cours d'une transformation de phase, c'est justement ce qu'on appelle l'enthalpie de changement d'état. Donc, on a pour étudier les transformations de phase, on va surtout s'intéresser à ces deux potentiels, ces deux fonctions thermodynamiques fondamentales que sont l'enthalpie et G. L'enthalpie pour déterminer l'énergie échangée au cours de la transformation et G pour caractériser l'équilibre entre phases, puisque dG sera nul à l'équilibre entre phases. Donc, si je reprends mes petites relations, alors vous avez, il est aussi l'auteur de quelques relations, mais qui ne sont pas absolument fondamentales dans le cas présent. Hein, on appelle ça les relations de Gibbs-Duhem et de Gibbs-Helmholtz. Je les ai mises ici. Bon, elles ne vont pas nous servir plus que ça par la suite. Ce qui est en revanche important, c'est justement ce fameux potentiel chimique. Potentiel chimique, en fait, comme son nom l'indique, au départ, c'est une notion qui vient de la chimie et qui vient justement des réactions chimiques. Et on l'a étendu à la thermodynamique. Donc le potentiel chimique permet d'étudier en particulier l'équilibre des équilibres chimiques, permet d'étudier la diffusion de la matière, des systèmes thermodynamiques ouverts, des systèmes de réaction chimique, et de définir des conditions d'équilibre d'une réaction chimique et des équilibres entre phases. C'est vraiment une des grandeurs thermodynamiques les plus fondamentales, finalement. Par exemple, imaginons vous preniez votre café et vous l'aimez bien sucré. Donc vous mettez un sucre dans votre café. Ce qui se passe, le sucre se dissout. Pareil logique. Et puis, comme vous l'aimez très sucré, vous en rajoutez un deuxième. Bon, ok, le sucre va se dissoudre encore. Et puis vous en mettez un troisième, un quatrième, un cinquième. Il y a un moment, il faut quand même s'arrêter, quoi. Il y a un moment, le sucre ne peut plus se dissoudre. On atteint ce qu'on appelle la limite de solubilité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, votre sucre ne peut plus se dissoudre? Eh bien, c'est parce que, et c'est justement ce potentiel chimique qui va me dire à quel moment le sucre ne peut plus se dissoudre, c'est que votre café, au départ, est caractérisé justement par une certaine valeur de son potentiel chimique. Le sucre est caractérisé aussi par une certaine valeur de son potentiel chimique. Vous faites dissoudre le sucre dans le café, vous modifiez le potentiel chimique de votre café sucré. Et à un moment, le potentiel chimique de votre café sucré, sa valeur va devenir égale à celle du sucre pur. Et dans ce cas-là, le sucre ne pourra plus se dissoudre. Il n'y a plus de différence de potentiel chimique entre les deux espèces, et donc il n'y aura plus de réaction entre les deux. Et s'introduit le potentiel chimique relativement simplement. D'abord, souvenons-nous de nos précédentes relations.
on a vu, par exemple, premier principe, DU égale TDS moins PDV. Et puis, on a vu d'autres relations possibles, DG égale moins SDT moins VDP, c'est celle que j'ai écrite précédemment. Mais toutes ces relations qu'on a vues jusqu'à présent supposent que le nombre de particules ne varie pas, c'est-à-dire que le système est fermé. Or, si vous prenez un système, si vous prenez une transformation de phase, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, du liquide va se transformer en gaz. Autrement dit, le nombre de moles du liquide va diminuer et le nombre de moles de gaz va augmenter. Donc, si je m'intéresse au liquide, normalement, je dois observer une variation de son énergie interne et qui résulte de sa variation, de la variation du nombre de moles que va constituer le liquide. Autrement dit, dans cette expression DU de la variation de l'énergie interne TDS moins PDV, il me faut maintenant rajouter un terme supplémentaire qui prend en compte le fait que le nombre de moles est susceptible de varier au cours d'une transformation de phase. Et donc, cette variation du nombre de moles, c'est dN. Là, c'est une variation d'entropie, une variation de volume. Je rajoute un terme qui prend en compte le fait que le nombre de moles peut varier au cours de mon changement d'état, de ma transformation de phase, pour l'énergie interne. Et puis, évidemment, il faut un coefficient en face de ce dN. Parce que là, j'ai TDS, vous remarquerez que j'ai toujours un couple de deux variables. Et en plus, c'est là où c'est subtil, c'est que ce couple de variables, c'est toujours une variable intensive avec une variable extensive. Et on l'a vu au premier cours, quand on fait le produit d'une variable intensive par une variable extensive, on obtient une variable extensive. DU, l'énergie interne, est une variable extensive. Donc, T est intensif, l'entropie, c'est extensif. La pression est une grandeur intensive, le volume est une grandeur extensive. Le nombre de moles est une grandeur extensive. Autrement dit, G doit multiplier dN par un coefficient qui doit être une grandeur intensive, et c'est cette grandeur intensive qu'on appelle le potentiel chimique, dont on verra les propriétés demain. Mais je termine quand même sur ce transport. Donc voilà, c'est ce que... Alors, une fois que vous écrivez, dès lors que vous écrivez que DU c'est TDS moins PDV plus mu dN, du coup, vous reprenez toutes vos fonctions thermodynamiques précédentes. L'enthalpie H, c'est U plus PV, donc c'est DU plus PDV plus VDP. Mais DU, c'est TDS moins PDV plus mu dN. Donc, dans toutes vos relations, le mu dN va apparaître. Ah bon? Ah oui, j'ai changé les bricoles. Oui, je remettrai tout ça sur... je renvoyerai... En plus, je vous dis, demain, il y en a un tout nouveau qui va arriver, c'est sur les machines thermiques. Donc, je le mettrai aussi. Donc, voilà. Tout ça pour résumer la situation, c'est que lors d'une transformation de phase de 1 vers 2, le nombre de particules de 1 va diminuer au profit du nombre de particules de 2. Et du coup, si le nombre de particules diminue, l'énergie interne diminue. Donc l'énergie interne 1 va diminuer au profit de celle de 2. Donc vous voyez, à partir du moment où on prend en compte le nombre de particules, petit n, sa variation, et ça, on ne le fait que quand on étudie les changements d'état. Jusqu'à présent, on n'avait pas à prendre en compte ce terme-là, puisqu'on était toujours en présence de systèmes fermés où le nombre de particules ne variait pas. Donc, c'est maintenant que ce nombre de particules varie qu'il faut prendre en compte donc, le coefficient qui est ici et surtout ce fameux potentiel chimique qui, lui, on l'a vu, va caractériser les équilibres entre phases. Et donc, on verra sous quelle forme cet équilibre entre phases va pouvoir se définir au travers de ce potentiel chimique. C'est ce qu'on fera demain pour le dernier cours. J'essaierai d'aller plus vite parce que je voudrais quand même qu'on fasse un peu les machines thermiques. Mais bon, voilà. Il n'y avait pas, vous voyez, donc il n'y a pour l'instant pas de calcul. On aura juste une ou deux relations à démontrer demain matin. Mais vous voyez qu'il y a plein de choses finalement intéressantes à dire au travers de ces transitions de phase. Voilà, donc on s'arrêtera là. De toute façon, il est l'heure.